Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Isabelle. Salut Isa. Salut Maggie, salut Jess. Allô, enchantée de faire ta connaissance. Oui, merci de l'invitation. Vraiment contente que tu aies voulu te joindre à nous pour partager ton histoire. Écoute, moi, je t'ai connue en lisant ton livre à la Bibliothèque nationale, Bibliothèque numérique sur prêtnumérique.ca, puis j'ai trouvé ça tellement bon, là, ton livre. C'est rare que ça m'arrive, mais c'est un des livres que j'ai lu d'une traite. One shot, je l'ai dévoré. Wow, merci. Puis j'aimerais ça justement qu'on commence un peu par te présenter un peu, dire t'as quel âge, tu viens de quel coin, puis c'est quoi tes projets en ce moment, parce que je crois que tu vas avoir un deuxième livre. Ouais! Je suis originaire de la rive sud de Montréal. J'ai grandi du côté sud du fleuve. J'ai 48 ans maintenant. Je me suis promenée partout au Québec. Des fois, je fais une joke puis je dis j'ai une carte d'hôpital dans presque tous les hôpitaux du Québec. Mais je vis maintenant en Gaspésie. Ça fait 12 ans que je suis ici. J'ai fait la cure géographique, comme on dit, parce que j'avais besoin de me sauver la peau, là. Montréal, ça me fait plus. Puis c'est ça, dans mon parcours de vie, je me suis retrouvée à Montréal, puis j'y aurais T'as laissé quel ma âge peau. là? 48, 48, 48. Le Aïe, aïe, 50 aïe. s'en vient. Ouais. Puis mes projets, c'est ça. J'ai un deuxième livre qui s'en vient, là. Dans le fond, c'est comme un prequel, là, comme on dit. Puis c'est un peu l'histoire de comment je me suis rendue à être itinérante à l'âge de 16 ans. Puis, dans le fond, ton premier livre, ça s'appelait L'enfer d'une fille de rue. Puis c'était vraiment axé sur ta transition à la vie adulte. On aborde brièvement ce que tu as vécu en centre jeunesse. Donc, de ce que je comprends, ce que tu as vécu dans ton enfance, ça va être plus abordé dans ton deuxième livre. Oui, exactement. OK. Puis, tu as fait des études universitaires aussi, si je ne me trompe pas. Dans mon parcours de transition vers la vie adulte, j'ai eu envie de devenir éducatrice en centre jeunesse pour changer la machine. J'ai réussi, j'ai obtenu des diplômes, j'ai été éducatrice en centre jeunesse, j'ai aussi été travailleuse sociale pour les centres jeunesse. Puis j'ai pas aimé ça, vraiment pas. Ça a trop ravivé de choses, ça m'a trop confrontée de me retrouver avec des jeunes filles qui vivent des situations similaires à celles que moi j'ai vécues. Puis je pense pas que je les aurais aidées. Je pense que j'aurais trop voulu les sauver au lieu d'être vraiment là puis présente pour eux autres comme moi je voulais l'être, tu sais. Parce que c'est ça qui m'avait manqué surtout moi, tu sais, des adultes vraiment à l'écoute puis bienveillants. Puis je me rendais compte que dans le fond, c'est moi que j'essayais de sauver à travers eux autres. Fait que j'ai continué mes études, j'ai fait une maîtrise en études des pratiques psychosociales. Ça, c'est une drôle d'histoire parce que, dans le fond, moi, ce qui m'énervait quand je travaillais en centre jeunesse, c'était quand on faisait des rencontres de plan d'intervention, on était travailleurs sociaux, éducateurs, les parents, le jeune, psychologue, plein de gens autour de la table. Puis là, tout le monde se chicanait pour décider de quel bord on allait prendre le plan d'intervention pour amener le jeune là où on jugeait qu'il aurait dû se rendre là, comme objectif. Puis quand il restait 10 minutes, là, puis qu'on s'était chicané en masse, là, c'était comme bon, il reste 10 minutes. Fait que là, on écrivait quelque chose bien vite. Ah, le jeune, ça fait ton affaire, tiens, signe ça ici, puis ça va être ton plan d'intervention pour la prochaine année. Fait que ce programme de maîtrise-là, ça permet aux gens qui travaillent déjà en intervention, en accompagnement, de réfléchir leur pratique professionnelle. Fait que moi, je voulais aller étudier ces luttes de pouvoir-là, parce que je me disais, ça aide pas le jeune, on n'aide pas personne, là, on se chicane entre professionnels, puis quand j'ai commencé mon programme, la première affaire qu'ils nous ont dit, c'est ce que vous connaissez à propos de la recherche universitaire, là. Vous faites une boule de papier avec ça, puis vous jetez ça aux poubelles ici. C'est vous que vous allez rencontrer. Vous allez à la rencontre de vous-même, de votre pratique professionnelle. Puis il y a quelque chose d'extraordinaire que moi, je sais faire, que les autres ne savent pas faire, puis comment moi, je peux le transmettre au monde pour créer de la connaissance à partir de mon expérience de vie. Fait que là,
j'ai vraiment eu peur parce que je voulais absolument pas que les gens sachent d'où je viens. Mais c'est rien que ça qui montait, tu sais. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a dans mon expérience de junkie itinérante qui peut servir au monde? Mais là, j'essayais de taire ça, tu sais. Puis finalement, pour me rendre compte que c'est moi-même qui vivais des luttes de pouvoir entre la moi qui essayait de se déployer puis de s'épanouir, puis celle que j'avais été dans le passé, puis que j'étais tout le temps pris entre les deux. Fait que ça a été comme une plongée au cœur de mon expérience passée pour me réapproprier cette histoire-là, puis l'offrir au monde. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir que c'est possible de s'en sortir. Il y a des gens qui travaillent auprès de ces gens-là qui ont besoin de savoir que c'est pas si simple de s'en sortir, puis de se construire une vie. Puis c'est pas tout le monde qui veut aller à l'université, tu sais, arrêter de consommer puis aller à l'université non plus. C'est une expérience très personnelle. Fait que quand j'ai eu fini ma maîtrise, j'ai eu envie de partager mon récit de vie pour inspirer les gens qui sont soit des gens qui souffrent de dépendance, des proches de gens qui souffrent de dépendance ou les intervenants qui les accompagnent pour avoir comme une vision de l'intérieur de qu'est-ce que ça peut être. Puis, tu sais, ce que ça me dit aussi là, de ce que tu viens de dire, c'est que tu étais comme pris entre des mécanismes de défense que tu as bâtis au travers de ton expérience en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, qui là, en quelque part, veux pas, tu te rendais compte tranquillement pas vite que ça devait te nuire à ton travail. Oui, exactement. Parce que moi, à la base, un adulte, c'est menaçant. L'autorité, c'est menaçant. Je peux pas faire confiance. Je peux me faire confiance à moi. Puis moi, je sais où je m'en vais. Puis moi, je sais, puis je ressens la bienveillance que j'ai pour les gens que j'accompagne. Puis à cette époque-là, je travaillais à DPJ, donc pour les jeunes de la DPJ, tu sais. Mais je sentais pas cette bienveillance-là pendant qu'on se chicanait d'un plan d'intervention. Fait que c'est comme si je voulais gagner à tout prix mon point, convaincue de ma propre bienveillance, puis pas celle du professionnel à côté, tu sais. Fait que c'était juste comme une répétition tout le temps de ces luttes de pouvoir-là, puis de non-confiance, puis de fermer les murs, puis de me battre à point au figuré, mais à point levé, tu sais, prête à tout. J'en ai gagné des plans d'intervention qui ont aidé des gens en bout de ligne parce que j'étais convaincue de mon idée puis de qu'est-ce que la personne avait besoin, alors que plein de gens autour de la table n'étaient pas d'accord. Mais en bout de ligne, c'est pas comme ça qu'on peut changer le système, je pense pas. Tu sais, c'est pas en se battant, point levé autour d'une table, qu'on va réussir à changer les choses. Mais je pense aussi que c'est pas un réflexe d'aller questionner les hypothèses des gens alentour d'une table. Tu sais, nous autres, en ce moment, à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, on est en train de refaire un cours, tu sais, le reformater. Puis c'est là-dessus qu'on veut mettre l'accent. Parce que là, en ce moment, on a des jeunes, des étudiants qui viennent parler de leurs hypothèses, mais qui se confrontent pas entre eux. Il y a comme une genre de convergence, puis de chacun travaille en silo dans son coin, puis apporte son point de vue, sa perspective, sans essayer de comprendre vraiment celle de l'autre. Puis je pense que c'est ça qui est difficile à aller défaire quand on travaille dans un milieu. Oui, il manque des espaces de co-développement parce que chaque expert, chaque professionnel est expert de son sujet, de sa vision, de sa paire de lunettes, si on veut, sur la situation, tu sais. Puis je suis d'accord avec toi de dire s'il y avait un espace de discussion puis d'échange, on dirait qu'on a peur de ça, de se confronter dans nos positions. Alors que si on ouvrait les discussions, puis si on multipliait les regards sur une situation, on aurait le même effet, une multiplication sur la solution ou sur la vision de ce dont on discute. Puis ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Ça a commencé, ben, c'est ça. Moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait de la violence, beaucoup de négligence, pauvreté de liens, pauvreté sociale. Puis, je suis partie parce que j'étais tannée. J'ai fugué de la maison. Ma mère est venue pour me punir, puis
frappé ou je sais pas, là, me ramasser un bras, quelque chose. Là, puis je l'ai poussé, puis j'ai dit non, ça va faire. Puis je suis partie de la maison, j'avais 14 ans, puis je fréquentais un gars qui avait 19 ans. Fait qu'on a resté dans un 2,5, pas de drap sur le lit, avec rien à manger pendant comme un mois. Puis à un moment donné, il est arrivé à la maison, puis il avait volé une voiture, puis on s'est sauvés en amoureux, là, tu sais, comme Roméo et Juliette. Puis on s'aimait passionnément. Puis on s'en allait vivre au Nouveau-Brunswick. Fait qu'imagine, je pars de Valleyfield, puis je m'en vais au Nouveau-Brunswick. C'était à comme 1000 kilomètres de là, là. Et puis, on s'est fait arrêter en volant de l'essence sur le chemin en montant. Puis, fait que lui était majeur, il est parti en détention, puis moi, je suis partie avec des transporteurs. J'ai passé une nuit au Centre jeunesse de Québec, qui, je me souviens plus du nom du centre, là, mais c'est un vieil édifice L'escale? Non, en tout cas, Non, une c'est vrai. vieille bâtisse, là, genre un Ah, c'est pas vieux le bâtiment, Mont-Diouville? là. Oui, c'est ça, Ah, c'est le exactement. Mont-Diouville. J'avais l'impression de rentrer dans une prison, là. Ouch. C'est comme il y a une cour intérieure. Dans le temps, il devait rentrer là avec des chevaux, tu sais. Ah, ben, il y a eu Tellement un que c'était recours vieux. collectif pour les gens qui ont vécu au Mont-Diouville, entre autres. Ah ouais. Oui, maintenant, c'est juste des bureaux administratifs. Il n'y a plus d'hébergement, là, à ma connaissance. Ah non, mais j'étais traumatisée, moi. Tu sais, premier contact avec la DPJ, c'est ce centre-là, c'est des portes de prison en métal, ça fait kickling. Puis j'ai vraiment eu le sentiment que personne ne m'expliquait rien. Tu sais, c'était comme suis-moi. Puis là, je les suivais dans le corridor, puis là, ils débarraient une porte. Puis c'est comme tiens, voilà une jaquette pour la nuit, puis là, ils refermaient la porte. Puis j'étais même pas au courant de ce qui se passait. Tu sais. J'ai eu beaucoup ce sentiment-là tout au long de mon placement qui a duré 2 ans à partir de cet événement-là. J'ai été placée à Pavillon Boisjoli à Saint-Hyacinthe, en ouvert, là, en milieu ouvert. Puis mon chum, il est venu sur le terrain, genre 2 semaines plus tard. Tu sais, il s'appelle Je t'aime. Fait que j'ai fugué 2, 3 jours après pour aller le retourner encore, le trouver, mon Roméo. Fait qu'ils m'ont mis en sécuritaire quand ils m'ont retrouvé, tu sais. Puis j'ai jamais compris ce qu'ils me demandaient. Puis dans ma famille d'origine, j'ai appris à décoder ce qu'on attend de moi pour essayer de le faire pour être moins victime de violence, tu sais. Puis là, j'étais au centre jeunesse, puis j'étais pas capable de décoder, je décodais rien. Je comprenais pas ce qu'on attendait de moi, je comprenais pas le langage. On me disait d'exprimer mes sentiments. Moi, chez nous, il n'était pas question d'exprimer mes sentiments. Je sais même pas c'est quoi des sentiments à part que je suis contente ou je suis pas contente, tu sais. J'avais pas de connaissances par rapport à la vraie vie d'adolescente. J'avais pas d'amis non plus, tu sais, avant de rentrer en centre jeunesse, j'avais pas d'amis. J'étais vraiment une jeune mésadaptée, là, mésadaptée sociale. La culture punk que tu parles beaucoup dans ton livre, est-ce que tu l'as connue avant d'être placé ou en placement? Après le placement. OK. Moi, je suis rentrée en centre jeunesse, là, j'étais une super bonne élève à l'école avec des troubles de comportement parce que je pouvais plus vivre ce monde-là que je vivais à la maison. Les adultes, tranquillement, ma conception des adultes, c'était que c'était ridicule. Il n'y avait rien qui faisait de sens. Les règles existent pour explique-moi. Tu sais, je me souviendrai tout le temps d'un prof de français qui disait vous, mademoiselle Saint-Sauveur, il dit vous êtes la défendresse de la veuve et de l'orphelin. Je savais même pas ce que ça voulait dire, mais je savais que j'étais sensible à l'injustice puis que je me battais contre tout le temps. Tu sais. Je réagissais beaucoup à l'injustice ou à l'autorité mal assumée ou mal exprimée, mettons, par certains adultes. Puis je me faisais un malin plaisir de les confronter par rapport à ça. Quand je suis sortie de centre, je suis partie vivre chez mon père qui avait jamais pris, je veux dire, il nous recevait une fin de semaine sur deux, moi puis ma soeur, tu sais. Puis là, parce que ma mère n'avait pas démontré d'intérêt, parce qu'elle s'est jamais déplacée, parce qu'elle n'a pas fait le bout de chemin qu'elle elle avait à faire, c'est pas chez elle que je suis partie après 2 ans, c'est chez mon père, à Montréal. J'ai jamais pris le métro. Tu sais, ma polyvalente, il y avait peut-être 600 étudiants dans ma polyvalente. Je me retrouve dans une polyvalente de 3000 personnes. Je suis terrorisée, là. Je sais même pas comment. Tu sais, avec mon cabaret dans la cafétéria, tu sais,
j'étais mésadaptée avant de rentrer en centre jeunesse, puis je l'étais encore plus en sortant de centre jeunesse parce que là, on avait pris soin de tous mes besoins, puis me dire à quelle heure me coucher, quelle heure me brosser les dents. Puis j'arrive à Montréal, puis mon père, c'est pas qu'il voulait mal faire, mais il avait pas d'expérience comme parent. Il sait pas comment encadrer une jeune fille de 16 ans. Fait que je faisais ce que je voulais. Puis le vendredi soir, je sortais sur Saint-Denis, puis j'ai fini par aller manger un junior chez Harvey's au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Puis j'ai rencontré une couple de punk là, puis je les ai trouvés super flyés. Fait que je suis retournée le vendredi d'après, puis j'ai commencé à consommer avec eux autres, là. Avant ça, j'avais juste fumé une coupe de joint, là. Tombé dans bien d'autres choses. Puis j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que pour la première fois de ma vie, j'avais des amis. Puis j'avais pas besoin de faire semblant d'être d'autres choses. Je me sentais enfin adaptée. Je sentais que j'avais ma place à quelque part. Je sentais que moi, ça suffit. Tu sais. J'ai pas besoin d'essayer de décoder qu'est-ce que tu as besoin pour moi. Tu sais. Quand tu as commencé à consommer de la drogue, est-ce que ça a été graduel ou t'es tombé pas mal assez rapidement dans le stock chimique rough? Très rapidement, là, je te dirais que la 2e ou 3e fin de semaine que j'ai passée dans la rue, j'ai sniffé de la mescaline. Puis 2, 3 semaines après, j'étais dans une ruelle. Puis avec mon beau Richard, là, qui m'a demandé si je voulais un hit, j'ai dit oui, j'ai levé ma manche, puis ça a été mon premier show, puis ça n'a pas arrêté après, là. C'était de l'héroïne, ça? La coke. OK. L'héroïne est arrivée en tout dernier, avec Richard aussi. Fait que dans le fond, toi, quand t'es sorti de centre jeunesse, rapidement, t'as fraternisé avec des groupes punk, puis là, ça en est suivi. Écoute, je peux même pas l'exprimer, là, mais le beat de vie que t'avais, les cycles infernales ça avait l'air à aller à une vitesse folle. Je suis sortie de centre jeunesse c'est drôle, c'est ça que j'écrivais ce matin dans mon 2e livre, là, c'est la rencontre avec la travailleuse sociale que j'avais jamais vue de ma vie, qui est venue me rencontrer chez mon père, genre le 3, 4 juillet, qui m'a annoncé qu'il faudrait que j'aille des suivis en toxicomanie à Alternative Jeunesse. J'avais juste fumé, là, un peu de hache des fois. Je comprenais pas, ça faisait pas de sens. Puis en novembre, décembre, j'allais passer des fins de semaine dans la rue, puis en janvier, je suis juste plus jamais revenue chez nous. Puis je me shootais, puis T'avais quel âge à ce moment-là? 16 ans. 16 ans, c'est ça. Puis on t'a retourné en centre jeunesse, mais tu surfuguais? Ouais, parce que j'ai vite compris que là, c'était pour vrai que je consommais. Quand je me retrouvais à l'Escale, à Montréal, au tribunal jeunesse, là, je leur demandais d'aller en thérapie. Là, j'ai un problème. Fait que là, ils m'envoyaient à Portage, par exemple. Ou à Jean Lapointe. Au début, je suis allée à Jean Lapointe pour adolescents. Je pense que c'était la 3e adolescente à rentrer là. Et puis à Portage, il y avait une couple de gars, mais de filles, je pense que j'étais la 2e fille, ado. Puis, fait que je sacré mon. Moi, un coup, j'ai dormi une semaine, j'ai mangé une semaine. Là, je veux juste retourner me geler, puis c'est tout ce qui compte. Là, fait que je prenais le champ, puis je retournais. Mais je trouverais ça important aussi qu'on aborde comment ça se passait à Portage, puis plusieurs autres maisons pour la désintox que tu as faite, parce que moi, ça, c'est un passage dans ton livre et quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça aberrant. J'étais comme, ben voyons donc qu'il y a du monde qui ont pensé que c'était ça que le monde avait besoin. Fait que, en tout cas, bref, c'est venu chercher la fibre de l'injustice en moi quand j'ai lu ça. Peux-tu nous expliquer c'était quoi l'approche des intervenants quand tu étais, mettons, à Portage ou d'autres là, que tu as fréquentés? Oui. Ben, le modèle de portage en 91, je vous rappelle, là, tu sais, 92, là, ouais, Ça fait longtemps. en mai-juin 92, mettons. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, puis je ne pourrais pas me prononcer sur leur programme, mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, ils ont passé une loi, hein, pour légiférer les centres de thérapie et c'était plus que nécessaire.
Partage ayant tout le temps été un centre bien recommandé des services judiciaires parce qu'il y a un encadrement spécifique, parce qu'il y a du personnel médical sur place, des psychologues, il y a vraiment des gens qualifiés sur place, mais leur programme de thérapie, c'est de sortir les gens du déni puis les ramener face à la réalité puis à développer un sens de la culpabilité quand tu sais que ce que tu fais, c'est pas la bonne chose à faire, mais c'est poussé à l'extrême. Tu sais, la première chose que tu dois faire le matin, c'est faire ton lit en 45 comme dans l'armée. Tu sais. Puis là, il faut que tu brosses tes dents, mais après, il faut que tu nettoies ton tube de pâte à dents avec un Q-tips pour nettoyer l'intérieur de l'embouchure du tube de dentifrice. Puis tes bas doivent être pliés d'une certaine façon dans tes tiroirs, puis tes chandails aussi. Puis il y a quelqu'un qui vient vérifier, là. Puis si tu as mis une goutte de travers de ton dentifrice, ben là, ils te collent sur le spot qu'ils disent, tu sais. Fait que Saint-Sauveur! Puis là, c'est militaire, c'est une approche militaire. Il faut vraiment que tu te tiens droit. Puis là, il va te dire tes 4 vérités pour te dire que tu as passé à côté de ton tube de botte à dents. Fait que si tu passes à côté puis tu t'en laisses passer sur ton tube de botte à dents, qu'est-ce qui va arriver quand tu vas être sorti de thérapie? C'est quoi que tu vas te laisser passer puis que tu vas accepter de faire qui n'est pas correct dans ta vie, tu sais? Fait que quand tu as 16 ans, puis que l'autorité, ça n'a jamais bien fonctionné avec moi, je pense que je me suis plus servi d'eux que ça m'a servi dans le fond, ces thérapies-là basées sur la confrontation. Il y a eu le centre Enfant-Clé aussi qui a fermé, qui était sur le même modèle. Tu sais, je pense que dans les années 90, il y avait beaucoup, à part partage, comme je disais, c'est un centre reconnu et qualifié, mais je pense qu'on n'en sait pas grand-chose de la dépendance, puis des traitements de la dépendance, tu sais, puis qu'est-ce qui fonctionne pour qui, puis pourquoi, puis comment. Puis il y a tellement de façons d'arrêter de consommer ou de s'accompagner face à notre dépendance. Et je pense qu'avant, on était aussi dans une approche beaucoup basée sur les NA puis les AA, tu sais, qui prônent vraiment l'abstinence, tandis que maintenant, on a évolué puis qu'on est plus dans des approches de réduction des risques. Fait que, tu sais, de faire de l'éducation sur justement c'est quoi la consommation, les différents types de consommation, la loi de l'effet. Fait qu'on est beaucoup plus dans des approches, je pense, quand même pédagogiques. Mais en même temps, on aseptise les milieux de vie des jeunes puis on les empêche d'expérimenter. Fait qu'arrive à l'âge adulte, à Maggie en a souvent parlé, on arrive la déboire puis la débauche, puis on veut expérimenter puis on se pète la face. Fait que, tu sais, je pense que c'est important là, que ça évolue, mais est-ce que tu as connu d'autres sortes d'approches comme moi j'ai connu les pavillons du nouveau point de vue, qui était une Ouais. approche basée plus sur le sport, la nature, l'aventure. Fait que c'est un petit peu différent, là. J'en ai entendu parler, mais j'y suis pas passée moi-même, là. OK. Mais dans tes Mais autres expériences, ça s'est passé comment? la dernière thérapie que j'ai faite, c'était basé à la fois sur les 12 étapes DAA puis DNA, mais aussi tout cas, la thérapie était comme divisée en 4. C'est la seule que j'ai terminée d'ailleurs, hein. Je n'ai commencé 11 dans ma vie des thérapies, puis la seule que j'ai terminée, c'est celle-là parce que ça faisait du sens. C'est parce que je sentais que c'était bienveillant. Puis, tu sais, moi, en thérapie, là, justement, je disais qu'au centre jeunesse, je connaissais pas ça, les émotions. Là. Ben, en thérapie, dans cette thérapie-là, le matin, on s'assoyait en cercle. Puis bon, c'était un peu cheesy, là, mais on se tenait la main. On écoutait une chanson qui fait pleurer. Puis là, il nous passait une feuille avec des émoticônes, parce qu'il n'y avait pas de cellulaire encore dans ce temps-là. Fait qu'avec la feuille, j'ai appris à identifier comment je me sens. Tu sais. Puis la chanson, bien triste, c'est calculé, tu sais, c'est thérapeutique, c'est de faire vivre des émotions à jeun à des gens qui ont l'habitude de tout engourdir. Tu sais. Puis moi, j'en avais pas de vocabulaire émotif. Fait que j'ai appris avec ce petit bout de 5 minutes-là par jour, à mettre des mots sur comment je me sens à l'intérieur, puis en raisonnant, en écoutant des chansons, puis à comprendre que je suis un être sensible, puis que je résonne aux expériences des autres aussi, qui prennent la parole après pour dire comment ils se sentent.
Fait que ça, c'était un peu comme la deuxième partie de la thérapie, c'est-à-dire de commencer à accepter de se sensibiliser. La troisième partie, c'était plus la question de l'égocentrisme, tu sais, Puis ça, c'est un chemin de vie, là, je pense. Ça. J'y croyais pas, comment je dirais? À ce moment-là, j'avais pas idée à quel point j'étais centrée sur moi-même. Puis je pense que c'est le résultat, justement, d'avoir été juste validée de manière négative toute ma vie. C'est comme s'il a fallu toute ma vie que je me batte pour dire, tu m'entends-tu? Tu me vois-tu? Tu sais? Fait que ça amène des façons d'être en relation dans le monde qui sont centrées sur moi et mon besoin. Ben, tu sais, à la base, la majorité des enfants sont narcissiques, là. C'est correct, puis c'est normal. Ça fait partie du développement de l'enfant, là, d'être plus égocentrique qu'un adulte. Mais faut pas oublier que tu étais dans un mode de survie extrême quand tu es sorti des centres de jeunesse. Fait que, tu sais, ça fait juste amplifier le pattern parce que ce que tu vis, c'était tellement trash, puis c'était tellement imprévisible que t'as pas le choix de garder ça comme mécanisme de défense pour survivre à cet environnement-là. Fait que, tu sais, le fait de te culpabiliser, de te faire culpabiliser par des adultes, là, c'est contre-productif, hein, quelque part, là, tu sais, faut essayer. Moi, c'est pour ça que ces approches-là, je les comprends pas, parce que faut essayer d'enlever la honte, de la diminuer, puis c'est pas en alimentant la culpabilité qu'on va réussir à défaire ces patterns-là, puis essayer d'apporter un éclairage qui fait du sens. Ah, je suis absolument d'accord avec toi. J'ai pas senti dans cette thérapie-là que ça allait dans le sens de la honte. À Portage, oui, tu sais, c'était vraiment centré sur la honte. Dans cette thérapie-là, j'ai plutôt senti que c'était est-ce que je suis capable de reconnaître dans une journée quand j'ai un comportement égocentrique? Puis je te dirais, quand je dis c'est un long cheminement, là, encore aujourd'hui, des fois, je me surprends à faire oh mon Dieu, des schémas relationnels que j'ai encore aujourd'hui. Puis que des fois, j'ai des conflits là, en amitié, là, puis parce que l'autre personne, je suis comme, mais voyons donc, je peux pas croire que tu me dis ça. Puis l'autre, elle me dit la même affaire, mais je peux pas croire, Isabelle, voyons donc. Tu sais, puis c'est comme si dans ma chair, il y a quelque chose d'imprimé dans ma façon d'être, dans ma personnalité profonde, qui fait que dès que quelqu'un exprime un besoin qui rencontre pas un de mes besoins, je me sens encore menacée. Encore aujourd'hui, à 48 ans, j'ai plus 4 ans, là. Je suis pas menacée par une autorité qui va me faire du mal, mais il y a c'est ça, il y a quelque chose profondément ancré dans moi, puis ça crée des impacts dans les relations au travail, par exemple. Il y a quelque chose de très difficile dans l'insertion socio-professionnelle après la rue, après la dépendance, après la protection de la jeunesse. Il y a pas, j'ai juste appris à répondre oui à l'autorité, mais en dedans de moi, ça brûle de danger, tu sais. Fait que ça a été long, ce parcours-là de me sentir en sécurité dans mes liens professionnels, puis dire, ben, ça change absolument rien à moi comme individu. C'est de mon travail qu'il s'agit. C'est incommensurable, je pense, le travail de reconstruction identitaire puis sociale après des parcours comme le mien et comme plusieurs de nous autres, là. Mais ce que ça me fait penser aussi, tu sais, par rapport à l'insertion socio-professionnelle, tu sais, moi, personnellement, ce qui me cause le plus de blocage, c'est mes problèmes de santé. Puis, c'est une citation que j'ai trouvée sur Internet que je me suis dit, ah, c'est tellement ça, là. La santé, c'est une couronne qui est placée sur la tête des gens que seuls les gens malades peuvent voir. Ben, ça me donne cette impression-là aussi pour les gens qui ont vécu un placement difficile comme le tien, une histoire de vie difficile. Puis, j'ai l'impression que c'est ça qui est difficile à gérer, ces interactions-là de, tu as un besoin que tu peux pas le réprimer, tu peux pas ne pas y répondre parce que tu sais que tu vas crasher physiquement ou mentalement. Fait que là, mais en même temps, tu sais que si tu l'exprimes, tu vas faire réagir l'autre. Parce que l'autre, il connaît absolument pas ta réalité. Puis des fois, il y a des affaires que tu vas lui dire, puis que pour lui, c'est carrément inconcevable. Moi, je me suis déjà fait demander à un moment donné, en parlant de moi-même, si c'était vraiment vrai. Puis j'étais comme, ben oui, esti, je me vomis dans les poumons la nuit. Ben, il y a du monde qui ne sont pas capables de concevoir que tu peux vivre une réalité extrême. Je sais pas qu'est-ce que toi t'en dis. Puis en plus, tu as été comme quand même
chanceuse dans ta malchance, là, dans le sens que le boss, c'était ton père. Fait que, tu sais, il y avait quand même des choses qui allaient de ton bord, mais j'ai senti dans ton livre que c'était très difficile. C'était très difficile. Tu abordes la santé. Moi, je suis séropositive. Puis ma première expérience de travail, effectivement, c'était après la rue, dans une entreprise qui était mon père, qui était propriétaire, puis mon patron. Et mon père savait que j'étais séropositive, mais pas mon patron. Mais moi, j'ai des tests à aller passer régulièrement. Puis je reviens au travail, c'est comme, bon, tu t'es encore absenté, tu t'es encore nanana. Puis je me sentais pas légitimée de prendre soin de ma santé. C'était comme si je sentais qu'il fallait que je choisisse entre rester sur l'assistance sociale puis prendre soin de ma santé ou aller travailler parce que là, j'étais enceinte puis j'allais avoir un bébé puis ça me prend un salaire pour pouvoir acheter des couches, tu sais. Puis quand tu parles d'exprimer le besoin, moi, je le sais que mon besoin est légitime, mais j'ai tellement besoin, tantôt je parlais de me battre pour être entendue, là, mais c'est un excellent exemple de ça, mais c'est comme, voyons, tu vas pas me demander de choisir entre ma santé puis mon travail. Pour moi, ça se peut pas, tu sais, elle est où l'humanité là-dedans? Les injustices, c'est tout ça que je me suis battue toute ma vie de dire, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de place au prendre soin de la santé au travail? Comment se fait que une maman qui se fait appeler d'urgence par l'école, elle pourrait perdre son emploi à force de s'absenter de son travail parce qu'il faut qu'elle aille, parce que son enfant se désorganise à l'école. Puis on vit encore ça dans les années, on est rendu 2024, là, puis c'est pas tout le monde qui a une sécurité d'emploi où le patron comprend ces réalités-là différentes. Puis c'est contre ces adultes-là, c'est cette représentation-là de l'autorité, moi, qui vient me chercher dans les tripes. Tu sais. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, là, puis ça, là, je le vis au travers de mon chum, qui, lui, il travaille, tu sais, puis il y a un boss il a des petites tendances, pas pires, grosses tendances narcissiques. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de patrons qui ont ces patterns-là de traits narcissiques, ils s'en calissent de toi, là. T'es comme un esclave, là, t'es remplaçable. Puis, tu sais, j'ai même déjà entendu quelqu'un qui disait que dans le temps, cette personne-là, elle avait des problèmes de consommation. Puis son boss, il a dit, moi, je les aime de même, mes employés, je les aime avec des problèmes de consommation parce que je suis sûr qu'ils vont venir travailler. Ça fait des bons esclaves. Tu sais, mais c'est ça, j'ai l'impression que oui, tu peux avoir des bons boss, mais que c'est rare comme de la merde de pape. Ben, je te dirais qu'à 48 ans, là, ça fait 25 ans que j'ai réintégré le marché de l'emploi, là, puis c'est la première fois dans ma vie que je travaille dans un environnement que je considère sain, dans lequel j'ai le droit d'exprimer mes idées puis mes contradictions, où je suis entendue et que j'ai pas besoin de me battre, puis que cet espace-là de co-développement où est-ce qu'on peut multiplier nos regards pour comprendre la situation avec le plus de facettes possible pour avoir la meilleure intervention possible, tu sais. Puis écoute, maintenant que j'ai goûté à ça, je pourrais plus jamais travailler pour un patron qui a pas cette bienveillance-là, puis cette ouverture-là, des gens qui travaillent pour lui, mais à réaliser les objectifs de tous, là, tu sais, il y a comme un collectif. On avance mieux ensemble que tout croche, tout seul. En effet. Mais c'est quand même un peu décourageant de constater que ça t'a pris autant de temps de trouver un environnement accueillant. Mais oui, oui, tu sais, il y a beaucoup de mouvements là, en ce moment qui prônent l'inclusion, la diversité puis tout, mais il y en a beaucoup que c'est pas mal des belles paroles, puis que la journée que tu y arrives avec un vrai problème de santé qui est récurrent, que les belles paroles prennent le bord, puis qu'à un moment donné, ils font comme ah, on va te remplacer, ça va être plus facile, puis faut éclairer avant 2 ans, parce que sinon les normes du travail vont nous taper sur les doigts. Hmm. Ouais. Les milieux universitaires sont plus empathiques, puis c'est plus facile. Mais c'est souvent des projets à contrat. En tout cas, pour ma part, je vois Jessica qui réagit un peu. Ben, c'est à cause de ma mère, elle travaille au sein de l'université comme TGDE, tu sais, technicienne en aide au dossier des étudiants, puis tout. Puis, en tout cas, c'est pas tout le temps facile non plus, mais tu sais,
pas pareil, c'est pas une personne concernée qui est impliquée sur des projets, là. Fait que, tu sais, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a aucun milieu qui est parfait. Je pense que tout dépend de ton gestionnaire, de ton patron, de la culture d'entreprise et de l'approche. Et est-ce qu'on prône la performance ou on prône la qualité puis les échanges puis la collaboration ou, tu sais, c'est un leader qui décide de tout puis les autres, il faut qu'ils suivent. Tu sais, je pense que ça veut bien évoluer hein, présentement, mais bon, c'est rien de parfait. Je pense qu'il y a de l'espoir dans le sens que dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre qu'on vit en ce moment, je pense que les travailleurs ils ont le meilleur jeu, c'est-à-dire qu'on peut choisir maintenant. On a la liberté de choisir selon notre champ de compétences d'aller chercher des entreprises où la mission nous ressemble plus, où les gens ne font pas juste bien parler, mais que c'est vraiment installé dans la culture de l'organisation de cette bienveillance-là. Alors que si on recule au début des années 2000, tu étais chanceux quand tu te trouvais un job, là, surtout quand tu as un trou dans ton CV qui dit que, ouais, non, j'ai pas vraiment d'expérience entre 88 et 2000, tu sais. Mm. Ouais, c'est tout, c'est un autre sujet, hein, des trous dans les CV, là, que ça peut engendrer une transition à la vie adulte houleuse. Parce que, tu sais, oui, là, je suis aux études, fait que je peux remplir un petit peu, mais ça remplit pas tout, hein. Mm. Mais je voulais savoir, toi, est-ce qu'à un moment donné, autant pendant ton placement qu'après, est-ce que tu as été chercher des services, que ce soit psychologiques ou à l'hôpital? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Non, moi, j'ai comme tout mis dans le même paquet, puis j'ai dit, je veux rien savoir de la machine, tu sais, avec un L majuscule, là. C'est comme tout allait ensemble. Moi, je suis sortie de centre jeunesse, puis c'était fuck the world, puis j'allais mourir. Mon rêve, c'était de mourir dans la rue, tu sais, jusqu'à temps que j'ai failli mourir pour vrai, là. Non, c'est pas ça que je veux vraiment, mais le no future, là, moi, j'y ai adhéré. Vraiment, littéralement, là, dans toutes mes actions, il n'y avait aucune importance des conséquences parce que j'en voulais pas de cette vie-là que les adultes que j'avais rencontrés jusqu'à maintenant m'avaient fait miroiter comme vie normale, entre guillemets. Mais tu sais, même dans ton livre, il y a eu quelques épisodes où est-ce que tu comme pas eu le choix d'aller à l'hôpital, puis j'ai été tellement choquée de la manière que qu'on t'a traité, là. Hmm. Tu parles de mes engelures aux pieds, hein? Ouais, 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 J'ai, ouais. ouais, c'est ça. Je pouvais plus marcher. Je suis rentrée à quatre pattes à l'hôpital, puis on m'a demandé de sortir parce qu'ils pensaient que j'étais en psychose, tu sais, puis ils m'ont pas demandé de sortir. Ils m'ont montré la porte, puis j'ai pas pu voir un médecin. Mais après ça, un peu plus tard, je pense qu'il s'est passé quelque chose, puis que là, tu as été obligé d'être hospitalisé, puis même encore là, tu n'étais pas resté parce qu'il fallait que tu ailles en opération, puis il y avait eu un délai. Écoute, je sais pas si c'est généralisé ou... Mais je pense que quand on a des problèmes de dépendance, on reçoit pas le même service courtois tout le temps que monsieur, madame, tout le monde. Puis effectivement, je me souviens pas de c'est quoi le terme, là, mais mon articulation, mon genou était devenu plus gros que ma cuisse à force tu sais, ça s'était infecté à force de marcher puis pas de dormir. Puis fait que j'ai hurlé, je dormais dans un squat, là, dans un immeuble désaffecté, puis j'ai hurlé jusqu'à temps que quelqu'un appelle le 911 pour me déloger de là. Puis en fait, je pouvais plus bouger à cause de mon genou. Et puis ils m'ont apporté à l'hôpital Saint-Luc pour ne pas le nommer. Puis et ça me prenait une chirurgie, donc je pouvais pas manger. Mais tu sais, quand tu es gelé, en tout cas moi, quand j'étais gelée, j'avais pas faim, mais quand ça fait 48 heures, tu es à l'hôpital, puis qu'ils te disent, ouais, on va te faire ta chirurgie dans pas long, mais là, t'es plus, tu sais, j'étais plus gelée, j'avais faim, je pouvais pas manger, puis j'avais toujours pas ma chirurgie. Fait que me suis levée, je suis partie. Aller me chercher 20 pièces, je me suis acheté une pizza, puis je suis retournée à l'hôpital. Puis là, ils voulaient pas me garder, ils voulaient me retourner dans la rue parce que je n'étais pas restée, tu sais. Fait qu'il a fallu que je les menace de porter plainte parce que tu peux pas garder un patient. Combien de jours tu vas garder ton patient sans le nourrir, tu sais, sous prétexte que tu vas l'opérer, mais tu ne l'opères pas à un moment donné.
encore une fois, j'avais l'impression de ne pas être entendue, tu sais. Mais ça m'a exactement fait ça, moi, quand j'étais en psychose, parce que, ben, en fait, j'ai été en psychose. Je ne savais pas que j'étais en psychose. Moi, je pensais que j'avais quelque chose de complètement fucké qui faisait en sorte que je saignais entre ma peau puis mon os. J'essayais pas trop de comprendre. J'avais juste des hosties de feeling weird. Puis j'avais l'impression là, que j'avais beau essayer de parler au monde puis de dire Hey, ça va pas, ça va pas, ça il y a de quoi qui marche pas, mais tu sais, t'es en psychose, fait que t'es pas vraiment capable de tout bien verbaliser. Ça faisait 3, 4 jours que je dormais plus pantoute, 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 pantoute. Puis ça a pris. J'ai commencé par aller à Saint-Hyacinthe à l'urgence. Je suis repartie. Je suis retournée à Saint-Hyacinthe. Je suis repartie. J'ai été à Pierre-Boucherie à Longueuil. Puis là, ils m'ont fait une référence en psychiatrie. Puis finalement, ils ont décidé de me transférer à Saint-Hyacinthe. Puis là, finalement, ben, tout ça, j'étais chez nous, là. Dans le fond, c'était à l'externe. Puis là, ça continuait à dégénérer. Fait que là, je suis retournée à l'urgence à Saint-Hyacinthe. Ça marchait pas. Fait que j'ai fini par coller l'ambulance. Fait que ça, c'est comment est-ce que j'ai réussi à avoir des services en étant en psychose. Puis je me suis fait ultra stigmatiser parce que dans le temps, je fumais du pot, puis c'était la grosse affaire. Mm. Je le sais, il y a quelque chose, même encore aujourd'hui, là, que les gens ne comprennent pas à propos de la toxicomanie. J'ai souvent le sentiment que les gens croient que c'est une question de volonté. Puis, moi, je suis tout à fait à l'aise avec le fait que, il y a des gens qui préfèrent la réduction des méfaits, il y a des gens qui préfèrent l'abstinence complète. Je les ai toutes essayées, puis j'ai choisi l'abstinence complète. Puis, parce que quand moi, j'ai essayé la réduction des méfaits, ça m'a ramené Berry avec une seringue dans le bras, mais avec 2 enfants. Fait qu'il n'était pas question que je revive ça comme je l'ai vécu dans les années 90. Puis, je pense qu'il y a autant de façons d'être dépendant qu'il y a de façons de se sortir de la dépendance ou de réduire les méfaits suite à la dépendance. Puis je pense que c'est ça qui fait que monsieur, madame, tout le monde pense que c'est une question de volonté, de motivation. Tu sais, pourquoi tu ne choisis pas une substance moins nocive? Pourquoi tu ne choisis pas d'aller te coucher quand c'est assez? Tu sais, pourquoi tu ne choisis pas? Dans mon cas, à moi, là, c'était plus fort que ma volonté. Je me sens complètement sans pouvoir de décision quand je consomme, quelle que soit la substance, parce que c'est toujours démesuré. La dernière fois que j'ai pris un verre, je me suis réveillée d'un blackout en psychiatrie à Pierre-Boucher. On parle de vin, là, même pas du fort. Fait que, tu sais, moi, dans mon cas, à moi, je préfère l'abstinence complète. Comme ça, je prends pas de risques et je continue ma vie à me construire puis tout ça, mais je pense que la partie de santé mentale est difficile à capter, tu sais. C'est un trouble de dépendance. Il y a un aspect santé mentale au travers de ça qu'on n'a pas fini d'étudier, qu'on n'a pas fini de comprendre. Ça a été quoi pour toi le déclic? Parce qu'on parle souvent qu'il y a un déclic. Qu'est-ce qui a été ton déclic à toi? Ben, moi, je voulais mourir, comme je disais tantôt, là, il n'y avait plus de futur, il n'y avait plus rien. Puis une fois, justement, j'avais consommé de la messe une journée, puis le lendemain, j'ai fait du smack, puis je savais pas que ça se mélangeait pas dans le même 24 heures. Fait que je suis sortie de la salle de bain où je m'étais injectée, puis je suis tombée en pleine face. Et j'étais pas capable de réagir, mon corps répondait plus, puis j'ai entendu tout ce qui se passait autour de moi, puis j'ai entendu les ambulanciers arriver, puis dire que j'étais en arrêt cardio-respiratoire, puis après ça, plus rien. Puis à un moment donné, je me suis ouvert les yeux, puis il y avait une lumière éblouissante. Et j'ai entendu une voix qui m'a demandé si je savais où j'étais, puis j'ai répondu, j'espère que je suis pas morte. Puis elle m'a dit non, tu es à l'hôpital Saint-Luc. Fait que ça a été ça mon déclic. Ça a été ma propre surprise de m'entendre dire j'espère que je suis pas morte parce que ça faisait des mois que j'essayais puis ça fonctionnait pas, là. Tu sais, je pense qu'une des choses que le monde ne comprenne pas de la consommation, là,
C'est que quand tu consommes pas pendant un certain laps de temps, pour certaines personnes, pour certains cerveaux, moi, ça me faisait ça avec la Marie. Quand tu consommes pas pendant un certain laps de temps, là, tu souffres. Puis c'est l'équivalent d'avoir l'estomac vide pendant des heures et des heures et des heures et des heures. C'est souffrant, là. C'est vraiment un état extrême de famine. Même si c'est pas de la nourriture, ton cerveau, il conçoit comme ça, puis ça se répercute dans ton corps. Moi, ça me donnait des maux de ventre quand j'arrêtais de consommer du pot pendant un certain laps de temps. Des maux de ventre, de l'anxiété. Puis, c'est ça, ça se répercutait jusque dans ma mâchoire, là. Je sentais que je m'en venais agressive puis irritable. Mm. Moi, j'ai senti beaucoup l'incapacité de ne pas être engourdie. Tu sais, d'abord, comme je disais tantôt, je dormais pas beaucoup, je vivais de prostitution. Après que j'ai dormi une couple de nuits, là, puis que j'ai mangé 3, 4 burgers, là, je suis face à ma vie, à ce que j'ai fait de ma vie, dans quel état je suis. Ou est-ce que, tu sais, parce que souvent quand je me trouve un lit, c'est parce que c'est un client qui m'a toléré à dormir 24 heures, tu sais, sur le divan ou j'avais pas de chez moi, j'avais pas de. Fait que tu vas où après, tu sais? Ben, tu retournes te geler. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu retournes te geler. Puis dans les 11 thérapies que j'ai débutées, dès que ça faisait une semaine ou deux que j'étais là, cette famine-là, j'ai aimé ça quand tu as dit ça, Maggie, famine. Il y a quelque chose dans moi qui a besoin. C'est dans mes tripes. Je peux pas ne pas le faire. Je ne comprends pas cet aspect-là de moi, tu sais. Encore aujourd'hui, je comprends pas cet aspect-là de moi. Mais aujourd'hui, j'ai pu ces pensées-là ou ces besoins-là incommensurables. Ça m'arrive encore des fois dans une épreuve de dire ah, c'est virerais une brosse à soir, tu sais. Mais dans mon cas, ça marche pas juste la brosse, tu sais. Je me réveille d'un blackout à l'hôpital. Tu sais, une fois que tu as eu ce déclic-là, pour les raisons que tu viens de nommer, qu'est-ce qui t'a aidé à te garder sur la bonne track, tu sais, si on peut dire ça comme ça? Ben, ça a été un long chemin, puis c'est ce que je raconte beaucoup dans mon livre, là, c'est que ça n'a pas marché du premier coup comme ça. Là. Tu sais, je te disais, j'ai choisi l'abstinence. Ma date d'abstinence, c'est le 31 décembre 2015. Fait qu'on comprend qu'entre 91 puis 2015, il y a un Christy de bail, là. Mais d'abord, ben, j'étais hospitalisée à Saint-Luc. Ils m'ont fait rentrer dans le programme de méthadone 14 jours pour m'en aller en thérapie. Après, là, j'en ai visité 3, 4 thérapies. Puis après ça, j'ai essayé de vivre sans finir toutes ces 3, 4 thérapies-là, là, puis ça marchait pas pour moi. Fait que je suis retournée dans l'autre thérapie qui a fait mon affaire, qui durait quand même 18 mois avec la réinsertion. Tu sais. Fait que ça a été un long moment dans ma vie où je n'étais pas en contact avec la consommation. J'ai trouvé ça difficile, ce parcours de thérapie-là. Puis quand je suis sortie, ça a été les auberges du cœur. Je me suis retrouvée à celle à Villemort avec une équipe d'intervenants vraiment super. Mes premiers adultes bienveillants, là, tu sais, à part ceux de la rue, là, comme Pops, puis un des travailleurs de rue que j'ai beaucoup aimé, mais mettons dans le vrai monde, là, pendant que je suis pas gelée, là. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis je me suis impliquée comme ex-résidente après, tu sais, justement à créer des ateliers sur la dépendance, puis échanger avec les résidents, puis fait qu'à un moment donné, j'ai comme appris qu'on pouvait aller à l'université sur une base de vie. J'ai eu ma fille. Avant d'aller à l'université, j'ai eu ma fille. Je suis tombée enceinte. C'était une belle surprise que je pensais pas possible dans ma vie. Moi, j'avais fait le deuil d'avoir des enfants quand j'ai su que j'étais séropositive, tu sais, puis j'avais 19 ans à l'époque. Fait que quand j'ai su que je pouvais garder mon enfant, puis que le risque qu'elle soit séropositive était si minime que c'était un choix envisageable. Puis ça a été vraiment elle. C'est elle qui a vraiment comme. Elle s'appelle Jade parce que c'est la couleur de l'espoir. Tu sais, parce que pour moi, donner la vie, avoir un enfant, après avoir fait le deuil d'avoir des enfants, pour moi, c'était un miracle. Pour moi, c'était une vraie possibilité de vivre une vie avec un autre être humain
puis de partager ce que moi je crois qui est bien, tu sais, mes propres valeurs à moi, puis que je m'en ferais une petite cellule familiale avec elle, puis ça a vraiment comme tout motivé mes décisions qui ont suivi après pour m'éloigner de la rue. Puis encore une fois, comme je disais tantôt, tu sais, m'éloigner de la rue sans trop savoir ce que j'allais devenir, là, parce que j'étais plus une jeune de la rue, là, j'étais en train de devenir une maman, mais j'étais pas encore une citoyenne, mais tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je continue de m'éloigner de la rue, tu sais. Ouais, il fallait que tu gagnes en stabilité. Mm. Puis, de ce que j'ai compris aussi dans ton livre, tu avais un deuxième pattern, outre les substances, qui avait l'air d'être la fusion avec certains hommes. Ouais. Ça a été une drôle de révélation pour moi de comprendre que la dépendance affective s'est manifestée toujours avant le changement de substance. Tu sais, ça a tout le temps été mes premiers contacts sexuels, c'était par dépendance affective. Ma première consommation de drogue, c'était, tu sais, pour me rapprocher d'un garçon. Puis quand je changeais de substance, mon premier hit, c'était pour me rapprocher de Richard. Puis de l'héroïne, c'était pour me rapprocher encore plus de Richard. Tu sais, puis ça m'était jamais apparu, tu sais. Puis pour moi, les gens qui étaient dépendants affectifs, ils étaient tellement désespérés, désespérants, là. Je voulais pas m'identifier à ça. Je pensais que j'étais forte, autonome. Aujourd'hui, je pense que je peux être les deux. Je peux être très forte, autonome et dépendante affective parce que ce besoin-là d'amour qui a pas été comblé, tu sais, par ma famille d'origine. Les centres jeunesse sont pas là pour nous donner de l'affection, ils sont là pour nous rééduquer. J'étais arrivée dans le monde adulte, moi j'avais besoin de me sentir aimée, tu sais. Fait que cette course-là à trouver quelqu'un, tu sais, là, le père de ma fille n'est pas resté, fait que là, ça prenait un père pour ma fille, puis là, le père de ma fille est devenu le père de mon fils. J'ai eu un fils avec cet homme-là, puis il y avait de la violence conjugale. Fait que, tu sais, je suis même abstinente, le pattern de dépendance affective, il est encore là, tu sais. Puis aujourd'hui, je comprends que c'est pas j'ai pas la peur d'être seule. Je suis en couple aujourd'hui depuis 4 ans, puis avant que je rencontre cette personne-là, j'ai été 4 ans célibataire. C'est la première fois de ma vie que j'étais célibataire. Puis avant cette période de 4 ans-là, j'étais convaincue que je pouvais pas vivre toute seule, que ça me prenait un autre être humain, sinon je me sentais pas solide, je me sentais pas capable de vivre ma vie. Fait que ça m'a vraiment fait du bien, cette période-là. Aujourd'hui, je sais que j'ai pas besoin d'un autre être humain pour exister, mais j'aime encore exister dans les yeux de quelqu'un. J'ai encore besoin du regard d'un autre pour me sentir validée. Mais quand il n'y a pas de regard d'un autre, je me sens quand même valide. Mais j'aime plus quand c'est le regard d'un autre qui me valide. Je sais pas si ça t'a fait ça. Moi, à un moment donné, pendant ma début vingtaine, j'ai eu une passe où ce que, tu sais, justement, là, je tripais, fréquenter des gars, puis dans le temps, je fréquentais les bars, fait que j'ai eu une période de célibat qui avait duré à peu près 2 ans où ce que j'enchaînais les fréquentations, les rencontres, puis tout, puis je me demande si toi aussi t'as vécu ça un moment donné, mais moi, à un moment donné, j'étais rendue écœurée, là, de me faire traiter comme un morceau de viande, que oui, le gars, il te séduit, oui, c'est le fun, oui, il y a de la complicité, ça dure une soirée, puis après ça, là, ça pète bout pour bout. Ou tu peux avoir des amis, genre que moi j'avais un de mes amis que ça faisait au moins 3 ans qu'on était amis, puis c'était vraiment un ami, là. Mais à un moment donné, j'étais sous le raid une soirée. Puis ben là, ça a donné qu'on a couché ensemble, mais que c'était comme bizarre. Puis après ça, là, il voulait m'offrir que j'aille Internet gratuit, que ce soit lui qui paye. Mais là, je savais très bien qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça, là. Puis c'est là que ça a comme, il y a eu une brisure, là. Il y a eu quelque chose, là, que j'ai fait. Mes hosties de manger de merde, tout ce que vous voulez, c'est mon cul. Tu sais, t'as-tu vécu quelque chose comme ça? Parce que moi, honnêtement, là, je suis en couple. Ça fait 11 ans que je suis en couple, là. Mais il y a une partie de moi qui veut plus rien savoir de ces dynamiques-là. Ben oui, tu sais, avoir vécu de prostitution une partie de ma vie, ça a fait que quand je suis sortie de la rue,
J'avais besoin de la présence de quelqu'un, mais c'était pas de l'amour, puis j'étais pas super à l'aise dans les contacts sexuels. Et puis, dans les années 2010 à peu près, je me suis fait traiter 2007, 2008, 2009 dans ces coins-là en fasciothérapie. J'en parle un peu dans mon livre. Je suis pas une experte, là, je veux pas faire un exposé sur la fasciothérapie, mais bref, ça dit que notre corps conserve les mémoires de nos expériences émotionnelles et physiques. Puis je trouvais ça un petit peu flyé jusqu'à temps que je reçoive mon premier traitement puis que la personne a juste déposé ses mains sur le haut de ma poitrine. Puis je suis partie à pleurer parce que je me sentais touchée avec soin pour la première fois de ma vie. C'était comme j'avais jamais senti le care, le soin comme ça. Quand j'ai continué dans cette démarche-là, j'ai j'ai été éveillée à des anciens traumatismes sexuels, puis j'ai réglé certaines choses par rapport à mon corps, entre autres, juste comme arrêter de vivre dans ma tête, là, puis de vraiment avoir un corps, puis de sentir mes émotions, sentir mes sensations. Puis après cette période-là, j'ai découvert le plaisir sexuel. Fait que là, il y a eu toute une période là, de décadence, si on veut, là, de oh my God, tu sais, c'est beau la sexualité, c'est agréable, c'est plaisant. J'avais jamais vécu ça de ma vie, tu sais. Mais après, il y a eu ma période de célibat. Puis quand je parle de célibat, j'ai les 2 premières années, les 18 premiers mois, en fait, j'ai eu aucun contact sexuel avec une autre personne. J'ai eu des contacts sexuels avec moi-même. Mais j'avais comme besoin de cette période-là pour me retrouver, puis recréer un contact sain par rapport à la sexualité ou à la présence d'une autre personne. Puis aujourd'hui, dans mon couple, j'ai une sexualité épanouie, remplie de douceur puis d'amour. Puis ça fait 4 ans qu'on est ensemble, puis on a eu nos épreuves, mais c'est une relation vraiment basée sur la communication, tu sais. Puis on apprend à aimer ensemble. On est tous les deux des êtres blessés, tu sais. Puis là, on est tous les deux engagés dans cette relation-là ensemble pour apprendre ensemble à aimer, puis à s'entendre, puis à s'écouter, tu sais. Fait que c'est comme, je suis heureuse. Fait que vous êtes apprivoisés mutuellement, de ce que je Oui, comprends. oui, vraiment très, très lentement. Puis il y a eu quelqu'un d'autre dans ta vie, j'ai l'impression, qui a été très bon, qui était très doué pour apprivoiser les gens qui croisaient dans son quotidien, puis c'est Pops. Moi, j'en ai entendu parler un peu, je l'ai pas connu parce que dans le temps, je pense que il y avait son restaurant encore, puis tout, puis c'est ça. Tu sais, je savais qu'il y avait des instruments de musique. Je me disais, à un moment donné, il faudrait que j'y aille, tu sais, mais c'était pas très proche de où ce que je restais, fait que j'ai jamais été. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de Pops, comment tu l'as connu, puis ça a été comment est-ce qu'il t'a accompagné dans ta trajectoire, puis C'est, ça me touche encore aujourd'hui. Pop, dans le fond, c'est une de mes fins de semaine où j'étais juste pas rentrée pour la fin de semaine chez mon père. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit viens, on s'en va à Roulotte. Puis là, on avait sauté le métro pour aller rejoindre la Roulotte là, dans le coin d'Atwater. Puis on a mangé les fameux hot dogs. Puis c'est un homme qui rayonne la bonté. Tu sais, tu regardais cet homme-là, là, puis tu pouvais sentir tout son accueil, son amour pour nous. Tu sais, puis là, bien sûr, c'était écrit le bon Dieu dans la rue sur sa roulotte. J'ai dit, bon, ça y est, tu sais, on va se faire endoctriner. C'est quoi ça, cette affaire-là? Jamais qu'il parlait du bon Dieu. Jamais, jamais. Lui, tu sais, on parlait de belles paroles tantôt, là. Lui, il en parlait pas. Lui, il agissait ses convictions. Il vivait ce qu'il croyait que tout le monde méritait, puis c'était la dignité humaine, tu sais. C'est la première personne dans ma vie que j'ai vraiment senti que j'étais aimée puis qu'il n'y avait pas besoin que je donne rien en retour. L'amour inconditionnel. Puis j'ai resté quand même 6 ans, 7 ans dans la rue, là, fait qu'on a développé un lien tranquillement pas vite, plus particulier, plus proche. Puis quand j'ai eu ma fille, ben dans le fond, le bunker puis le centre de jour n'existait pas encore, moi, à mon époque, là. Je pense que le bunker a été fondé la dernière année que j'étais dans la rue. Ouais, j'ai dormi là une fois.
Puis après, pas longtemps après, là, il y a eu le centre de jour. Fait que moi, c'était principalement avec la roulotte. Puis quand je suis sortie de la rue, puis j'ai eu ma fille, ben, il est venu me voir à l'hôpital. Puis il n'y avait pas encore de programme pour les jeunes parents marginaux. Puis je pense qu'on est les premiers un peu, là, moi, ma sœur, puis d'autres amis de ma sœur qui ont comme inspiré peut-être les besoins de service, si on veut, là, chez Pops. Puis tout d'un coup, on s'est mis à avoir des enfants. Là, on était rendus à 24, 25 ans, on avait plus 16, 17 ans. Là, on avait 24, 25 ans, on avait des enfants, on voulait se rassembler, on avait des besoins financiers des fois par rapport aux enfants. Puis ils venaient nous voir, puis j'ai tout le temps senti qu'ils croyaient en nous. Tu sais, il n'y avait pas besoin qu'on sorte de la rue pour être aimé. Tu sais, c'est comme c'était lui, il est venu à notre rencontre dans la rue parce qu'on avait besoin d'être aimé. Tu sais. Est-ce qu'il s'est confié à toi à savoir c'est quoi les expériences personnelles qui l'ont amené à développer cette attitude-là, puis cet intérêt-là aussi qu'il vous portait? Non, j'étais pas au courant. J'ai appris par la suite qu'il avait des problèmes de santé mentale lui-même, puis qu'il était à la recherche de sa propre foi. Tu sais, je pense que c'était un homme qui trouvait qu'on en avait assez sur nos épaules, peut-être, puis qui sentait que on sentait qu'il faisait comment je dirais, tu sais, il avait pas besoin de nous expliquer que lui aussi avait souffert pour être avec nous. Je sais pas, ça sort mal là, quand je le dis comme ça, mais comme je pense qu'il respectait sa propre intimité, puis ça a été comme vraiment plus vers la fin là, qui c'est comme plus il est venu à ma graduation, à mon bac, j'étais enceinte jusqu'aux oreilles, là, puis il est venu à ma graduation, tu sais, puis il me disait tellement comment que poursuivre nos rêves. Je pense que c'est le plus proche qui s'est nommé. Tu sais, là, il m'avait dit qu'il avait été pilote d'avion, puis qu'il avait vécu toutes sortes d'aventures, puis qu'il était bipolaire. Tu sais, mais ça a jamais été plus loin que ça. C'était juste comme toute sa fierté pour ma diplomation, puis dire comme cours après tes rêves, là. Puis ouais. Lui, avait-tu fait des études? Il a fait des études en prêtrise, mais c'est ça, lui, il rêvait de voler des avions, puis il a fait ça dans sa vie, là. Il y a des photos de lui dans des livres sur son histoire, là, tu sais, puis c'était vraiment un homme d'exception, puis qui en a inspiré plusieurs, tu sais, puis je trouve que c'est sûr que quand un organisme devient plus grand que l'homme qui l'a fondé, tu sais, il y en a qui critiquent, mais je pense pas qu'il faut regarder les services qu'ils donnent d'un œil critique. Je pense que ils font un travail formidable, puis il y en a pas beaucoup des organismes qui se consacrent comme ça à des jeunes qui cadrent pas. Tu sais, c'est incroyable, là. Il y en a qui terminent leur secondaire 5 puis ils sont sans domicile fixe, là, parce qu'ils fréquentent l'école, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être assis de 8 heures à 4 heures pour faire du français, maths, anglais, là. Tu sais, c'est comme tu viendras, mais que ça te tente, tu viendras, mais que tu sois en forme, tu viendras. Fait que je pense que leur travail, c'est vraiment un travail exceptionnel. Puis, il y a mon éternelle reconnaissance, là. Puis toi aussi, t'as fait un retour à l'école quand même assez tardif. Tu sais, tu l'as exprimé un peu tantôt que tu as été admis sur une base d'expérience adulte. Mm. Puis ça a dû être tout un défi pour toi là, de te réintégrer dans une école, puis de suivre les cours, puis de comment Écoute, ça j'ai s'est fumé un joint passé? avant d'aller à mon premier cours parce que j'étais bien trop sénère. J'ai dit, je serais jamais capable d'apprendre sans me geler. J'avais une conception de l'université comme c'est pour des gens de classe à part, tu sais. C'est pas pour tout le monde. Puis, mais moi, il faut que je vous dise, je suis pas capable de faire mes maths de secondaire 4. Il n'y a rien à faire. Fait que là, tu sais, je me disais, quoi que j'espère de faire dans la vie, la seule possibilité que j'ai, c'est que ça marche à l'université. Fait que l'Auberge du Cœur m'a fait une lettre de référence, puis ils m'ont accepté dans un programme d'intervention à l'UQAM.
Puis j'étais vraiment là, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je veux? Tu sais, je sais pas vivre en société, moi. Je ne sais pas comment on s'habille pour aller à l'université. Je ne sais pas si je suis supposée d'arriver 20 minutes d'avance ou à l'heure pile ou j'ai-tu besoin d'avoir mes livres avant d'aller au premier cours? Toute cette anxiété-là qui m'habite encore aujourd'hui des fois. Mais fait que ça a comme ça a été, moi, la première surprise d'être capable de réussir à l'université d'abord parce que je me suis gelée pas à peu près dans ma vie. Fait que je ne savais pas si j'allais être capable de réussir, d'obtenir les notes de passage. Puis d'être confrontée à des opinions, comme moi j'avais un secondaire 3, puis j'ai fait un cours avec un prof sur les politiques sociales, comme l'aide sociale, puis le chômage, puis il avait dit en pleine classe qu'une personne avec un secondaire 3 était analphabète, mais j'avais juste des A sur mon relevé de notes. Ben, je dis, je fais toute une analphabète d'abord. Tu sais, je suis comme, encore une fois, confrontée par la classe bien pensante. Tu sais, je suis comme, sortez de vos lunettes de verre. Tu parlais tantôt, Maggie, tu sais, du monde professionnel quand ils sont confrontés à une vraie situation de la vraie vie, là, avec des vrais gens qui souffrent de quelque chose, tu sais, puis ils sont comme tout, ils savent pas comment réagir à la réalité de la vraie vie, tu sais. Ben, de la vraie vie. Ils ont une vraie vie eux aussi, là, mais c'est, tu sais, une vie avec des défis. Moi, je vis ma vie avec mes lunettes à moi de personnes qui traversent des épreuves dans la vie, puis je voudrais donc que les gens me disent bravo Isabelle, t'as réussi, t'es donc bien bonne, puis j'ai besoin de ça comme d'un enfant de 4 ans qui vient saute dans mes bras, je vais t'attraper, là. C'est vraiment comme ça que je me sentais dans cette expérience-là, vraiment hors du commun, puis d'apprivoiser les différents préjugés des gens de la classe normale ou bien pensante par rapport à des gens qui ont des vécus comme les miens, puis d'être assis dans une classe d'université, puis de n'entendre parler, puis de juste apprendre à vivre les émotions que ça me fait vivre, puis fermer ma gueule, puis dire, c'est pas, tu sais, je suis pas en thérapie, là, c'est pas, c'est pas mon tour de parler après, là. C'est ça, d'être confronté au regard des autres tout le temps. Moi, étant une personne ayant tellement besoin d'un regard validant, fait que cette confrontation-là entre ce que je ressens comme besoin puis ce que je reçois comme validation extérieure, puis d'apprendre à me donner moi-même cette validation-là, je pense que ça a été ça le plus grand défi dans toute mon intégration professionnelle ou à l'université ou d'arrêter d'attendre après les autres puis de juste comme me construire moi-même de manière autonome comme si j'étais mon propre parent. C'est ça qui a été long. Mais je sais pas si toi aussi, personnellement, tu as été beaucoup invalidé par ta mère quand tu étais plus jeune. Mais moi, ça a été le cas, mais j'ai toujours vraiment résisté à ça. Puis, en quelque part, je savais qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais raison, puis que j'ai approfondi en termes de connaissances, là, à l'âge adulte. Mais est-ce que toi, c'était ça qui alimentait un peu ce besoin-là d'être validé? Je pense que c'est proche de ce que tu exprimes dans le sens que je savais que c'était pas normal ce que je vivais chez nous. Même si, mettons, ma grand-mère me disait, tu devrais être plus fine que ça pour ta mère, tu sais, avec tout ce qu'elle fait pour toi, tu sais. Puis, en dedans de moi, là, je le savais que c'était pas normal. En tout cas, je savais que c'était pas ça que j'avais de besoin. Fait que moi, j'ai grandi avec des phrases comme je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu, mériter une fille de même, tu sais, ou de pas être à la maison. Il fallait tout le temps que je sois dehors, puis je pouvais pas être à la maison, puis autour d'elle, puis dans son espace, puis en grandissant, de me faire dire, par exemple, tu sais, mais si tu pleures, tu vas voir, tu vas pleurer pour quelque chose, puis elle frappait plus fort, tu sais, puis c'était comme, je pouvais pas être juste moi. Fait qu'en grandissant, je pense que j'ai cherché cette validation-là ailleurs, dans d'autres activités, tu sais. Puis écoute, j'étais dans les guides quand j'avais comme 8 ans, là. Puis tu sais, le petit truc que tu portes sur l'épaule, mais je les avais toutes, les petits écussons, tu sais, parce qu'à chaque semaine, je retournais chez nous, puis là, je faisais le petit projet qui allait me mériter le petit écusson parce que j'avais tant besoin qu'on me dise, waouh, bravo Isabelle, t'es bonne, tu sais.
c'est de cette validation-là, je pense. Tantôt, je parlais de mon mémoire de maîtrise, tu sais, puis je parle de validation négative parce que les enfants qui vivent dans des environnements qui Ah, tais-toi, là, tu fais du bruit. Et que t'es tannante, là. Et que t'es. Tu sais, fait que les seules marques d'attention sont toujours négatives. Ça fait que la construction identitaire n'est pas solide. Le reflet que j'ai de moi, à l'âge où c'est normal d'avoir besoin du regard des autres pour se construire, ce que j'ai construit, moi, c'est une image négative. Je suis de trop, je suis trop bruyante, je suis trop émotive, je suis pas assez obéissante, je suis trop. Puis ça s'est poursuivi dans les centres jeunesse parce que c'est le même pattern qui se répète, hein. On est tout le temps de trop. On a tout le temps trop de comportements nuisibles en centre jeunesse. Fait que ça fait juste alimenter ça. Mais si on revient sur ton parcours en général, c'est quoi les valeurs qui t'ont le plus servi à te guider à travers tout ça? Ça a été la solidarité, l'engagement communautaire, le sentiment d'appartenance. Il a fallu que je me trouve des lieux où je sentais que j'appartenais. Je dirais que c'est pas mal. Puis la famille, euh, les valeurs familiales d'appartenir, d'appartenance, les besoins d'appartenance. Mm. Mais c'est fou parce que qu'est-ce que tu me dis là? J'ai l'impression que une des places où tu l'as le plus trouvé, c'est dans la rue avec les punks. C'est tout à fait ça. J'ai déjà essayé d'expliquer ça à quelqu'un qui vient du Rwanda, tu sais, puis c'est une femme extraordinaire que j'aime beaucoup, Jeanne-Marie Rugira, puis ma directrice, ma co-directrice de recherche, puis elle me disait, explique-moi Isabelle, ce qui fait que quelqu'un qui peut dormir au chaud au mois de janvier choisit de vivre dans la rue. Ben, c'est parce que je me sens pas en sécurité dans un centre jeunesse entouré de barbelés puis d'éducateurs adultes qui vont m'enfermer dans ma chambre si je pleure ou je suis en colère. Je me sens libre et en sécurité dans la rue avec des semblables que j'ai pas besoin d'être autre chose que juste moi-même, puis je suis à ma place, puis je suis aimée, puis on va me montrer où aller dormir au chaud, on va me montrer où je peux trouver à manger pas cher, puis cette solidarité humaine-là, tu sais, mais comment ça se fait que ça prend des punks dans la rue pour vivre une expérience humaine, là? C'est hyper politique, là. Les punks, c'est pas des rebuts de société, là. C'est c'est un geste politique, Mais je pense social. que c'est beaucoup des gens qui ont été très, très, très opprimés, puis que c'est pour ça qu'ils choisissent d'essayer de sortir du moule que la société essaie de leur imposer. Mm. Mais je pense qu'un des éléments qui ressort beaucoup de la culture punk, c'est le do it yourself, là. Apprends à le faire toi-même, à te débrouiller, à développer l'entraide, la solidarité aussi. Fait que, tu sais, moi, c'est ce que je retiens beaucoup, là. C'est pas, ben, à part le look aussi, là. L'odeur, ça, on n'en parlera pas, là. Non, Ça je vient fais des avec. blagues. Je fais des blagues, là, mais non, sérieusement, c'est plus les valeurs que je trouve, moi, que j'ai trouvé intéressantes, là, aussi, mais c'est ça, il y a encore bien du stigma, entourant ça, mais c'est différent aussi, là. C'est plus la même, tu sais, peut-être à notre époque, là, mais tu sais, c'était comme, il y a les yo, les rappeurs, puis là, il y avait les punks. Souvent dans la rue, les squeezies, c'était les punks. Puis, tu sais, les rappeurs, c'était plus ça, on va aller, c'était plus, c'est vu comme justement, là, le business avec les chicks, puis la drogue, puis le bling-bling avec les frames, puis ça, c'est très, très stéréotypé, mais c'était un peu aussi ce que Musique Plus à l'époque nous projetait puis nous envoyait, là. C'est complètement pathétique, mais je pense Mais je que pense que, Isabelle, ce que toi, t'as connu, c'était avant l'époque Musique Plus, avant les punks de Musique Plus, où est-ce que, dans ton temps, les punks étaient vraiment, vraiment stigmatisés. Ben, ça doit être ça parce que je sais pas ce que vous voulez dire par punk music plus. Dans mon temps, il y avait encore les blocs. Tu sais, à un moment donné, ils les ont enlevés, là. Mais, euh, non, le Musique Plus, c'était plus avec les yo, là, que je parlais, là, la OK. culture Ben, nous rap, autres, je les pense, frames, puis tout. ben, je pense qu'on parle de l'époque où écoute, je sais pas si t'as connu ça, puis c'est pas du vrai punk, OK? Genre, Simple Plan. Nous autres, on est Ah, de cet âge-là, là.
Moi, j'ai eu des Simple Plan, enfants qui Avril ont Lavigne. écouté du Simple Ah, Plan. nous autres, c'est le vrai punk, c'est Bérurier Noir, là, moi, que Ah, c'est j'avais, vrai, il y ouais. avait ça au Québec, Ah ouais. ouais, ouais. Il y Ben, avait les issu de la flocons France. givrés, Barf, Ouais, Ruby Barf. Hardvar. Ben, je connais un peu. Anonymous. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, de ce que j'ai compris dans ton livre, les punks, dans le temps, c'était dans les années 90 que tu as vécu ça? Ouais. Bon, début années 90, il était très, très, très stigmatisé, puis il se faisait sortir dehors des commerces, puis On c'était pas n'avait pas facile, encore là. les squidgies. Tu sais, c'est comme ça a été comme une évolution, c'est-à-dire qu'on quêtait puis on se faisait dire trouve-toi une job. Fait qu'il y en a une couple de nous autres qui se sont pognés des squidgies puis se sont mis à laver vite de char. Puis le monde disait touche pas à mon char. Fait que on trouvait ça bien drôle que on essaye d'offrir un service en échange mais que ça fonctionne pas là. Mais je sais pas ce que c'est devenu. Tu sais, je pense que chaque époque c'est réprimé. Tu sais, je pense que maintenant, il y a beaucoup de gens de la communauté LGBTQ+, qui vivent les stigmas, qui sont jetés dehors de la maison ou qui fuguent de la maison pour. Tu sais, je pense que c'est des populations différentes, mais qui vivent les mêmes problèmes. Tu sais, ils viennent exprimer ce qui fonctionne pas dans notre société, indépendamment du style vestimentaire, mais ils viennent dire qu'il y a des tu sais, pour moi, là, la contre-culture, les gens qui font pas partie de la machine puis de la boîte, là, c'est des gens qui viennent dire que quand tu es différent, ben ça marche pas, puis qu'on va te rejeter. Même si tu es hyper articulé, même si tu es full diplômé, si tu ne fites pas dans la case, il n'y a pas de place pour toi. Puis la seule place qui te reste, ben, c'est l'espace urbain, tu sais. S'il y avait trois choses que tu pouvais changer dans le système, que ce soit la DPJ, la santé, les maisons de désintox, tu changerais quoi? Je commencerai par offrir une écoute véritable aux gens qui disent qu'ils souffrent, d'arrêter d'essayer de les réparer, juste de les écouter, juste d'avoir un espace d'être entendu, puis validé dans ce qu'ils vivent. Les gens sont experts de leur expérience. Tu sais. Puis les services à la jeunesse, tu sais, il faut que ce soit repensé. Selon moi, je pense qu'il faut agir bien avant de retirer un enfant. Tu sais, il faut offrir des milieux sains, il faut offrir du soutien, il faut offrir des lieux où les gens peuvent se développer, des outils, puis de ne pas se sentir menacés de perdre leurs enfants. C'est grave, là, de retirer des enfants à des parents. Là. Les centres de thérapie, ben, je dois dire que je trouve qu'avec la législation sur la certification des centres, il y a beaucoup moins d'histoires d'horreur, mais je pense il faut arrêter de penser qu'il y a une façon de traiter les situations. C'est des êtres humains, là. Il y a autant de solutions qu'il y a d'êtres humains affectés, là. Fait que c'est pas un modèle qui fonctionne. Puis ça, je pense que c'est ça qui est un peu, peut-être qui pourrait changer dans les centres de traitement parce qu'ils offrent un programme, mais il y a plus qu'un programme pour accompagner les humains. Ouais. Puis, si tu avais un message à transmettre aux jeunes qui sortent actuellement de la DPJ, tu leur dirais quoi? Rêve ta vie, tu vas y arriver. On l'a entendu, ça, tantôt, que ça vient de quelqu'un qui t'a inspiré beaucoup, il me semble. Non? Non, je sais pas. Pops? Hey, c'est peut-être moi qui ai eu un lapsus, mais il me semble que t'avais dit que Pops t'avait dit ça tantôt. Oui, mais oui, c'est vrai, Pops, il m'avait dit ça à ma Hein? diplomation. Mais ça, c'est vrai. Ben oui, Hey, c'est ça. C'est que ça a vraiment fait écho chez toi que là, tu... T'es un modèle. Ben oui. c'est Ça a ça. été un modèle pour toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Faudrait qu'il fasse un documentaire, je pense, sur lui. Je pense qu'il mériterait d'être mieux connu à travers le Québec parce que je pense qu'il a réalisé des grandes choses à travers ce qu'il a accompli au quotidien avec les gens de la rue. Vraiment. Ben, gros merci pour ton témoignage. Merci à vous autres. C'était vraiment le fun. Puis j'ai commencé à vous écouter. Je trouve ça vraiment le fun, la multitude d'expériences. Puis merci de faire ça. Je pense que c'est important que les gens sachent qu'est-ce qui se passe. Pour les jeunes, tu sais, c'est quoi la vraie réalité, puis comment c'est difficile après, l'après. On n'entend pas parler de l'après.
Oui, ben c'est pas mal ça notre objectif. C'est de porter la parole des jeunes qui ont vécu des expériences comme la nôtre en Mm. sortant des services de la DPJ. Il y en a qui en vivent des bonnes expériences puis que ça se passe relativement bien, mais il y en a pour qui c'est vraiment, vraiment difficile. Mm. Puis pas obligé d'être placé très longtemps pour que ce soit difficile. Je pense que toi puis moi, on est un bon exemple de ça. Tu sais, moi aussi, j'ai été placée de l'âge de peut-être 15 ans à 16 ans. Je me sens moi ça, je suis sortie à 16 ans. Puis ça m'a marqué beaucoup. Ma transition à la vie adulte a été extrêmement chaoteuse à cause de ce placement-là. Et Mm. du fait qu'ils auraient pu me garder plus longtemps puis qu'ils l'ont pas fait, qu'ils m'ont pas écouté. Tu sais, comme tu disais tantôt, écouter les jeunes, prendre en considération ce qu'ils disent. Mm. Donc, ben, un gros merci pour avoir ajouté ta voix à la nôtre. Puis, j'ai très hâte de lire ton deuxième livre. Ça s'en vient. Merci Maggie, merci Jess. Merci beaucoup, Isabelle. C'est vraiment un honneur. Puis bonne continuité dans tes projets, vraiment très inspirant. J'espère que Merci. ça va inspirer d'autres personnes aussi. Mais moi, en tout cas, tu m'as touchée puis tu m'as inspirée. Ouais, il Merci. y Fait que avait là, des histoires assez d'horreur aussi au travers de tout ça, là, mais Ça bref, finit bien. l'important, c'est de laisser de l'espoir. Fait que Ouais. merci, puis bonne soirée à toi.